Alors, parfait. Les gars, suivez bien. La dernière fois, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait gérer ce qu'on appelle les tâches. Je pense que c'était à ce niveau-là. Voir tâche. Voir tâche, ça permettait de pouvoir voir la tâche. Les tâches, du moins, associées à un utilisateur. C'est bon? On avait prévu de faire ce qu'on appelle quoi? De pouvoir choisir l'action ici, comment on appelle ça là? Pour pouvoir changer l'état ou bien le statut tout simplement de l'action. Mais sauf que pour le moment, si on change de statut, on ne voit pas que c'est effectué dans la base de données. Hein? On est bien d'accord? Lorsqu'on voit le statut, on voit le statut. Du moins, on change le statut ici. C'est ça, en fait, l'action, c'est pour changer le statut, pour terminer la tâche, ou bien pour mettre la tâche en cours, ainsi de suite. Ce qui est sûr, on n'a pas encore fait en sorte que l'information change là-bas dans la base de données. Mohamed, il faut suivre d'abord. Alors donc, dans ce cas, on va venir ici créer une méthode qui permet de pouvoir modifier une tâche. Donc, depuis database, là, on va descendre, on va faire un update. Tâche. Je vais prendre tout simplement le update projet pour modifier une tâche. Ce dont on a besoin, ça va être ça. Donc là, j'ai copié le update projet. Je viens ici, je mets, au lieu de mettre update, je vais dire, je vais faire, comment on appelle ça là? Status change. Et là, je mets tâche. J'ai en pour dire quoi? Lorsqu'on change, parce qu'il y a une modification de tâche qui est différente de changement de statut. On est d'accord? On aura deux méthodes. Il y aura la possibilité de modifier une tâche. Mais il doit y avoir aussi une méthode qui permet juste de modifier le statut. C'est cette méthode-là. Donc, il faudrait que le nom de la méthode aussi soit quelque chose d'intuitif. Et on aura besoin de l'ID de la tâche qu'il faut passer et on aura besoin du nouveau statut. Le nouveau statut. C'est bon? Et maintenant, lorsqu'on a ça, on va faire select tâche. Et je dis select update tâche. Et ici, ça va être, alors on va faire juste desk. Je fais juste desk tâche pour voir la description de la tâche. Une tâche est constituée de statut. Statut, c'est avec T. Donc, je vais mettre ici statut. On va modifier juste le statut. Where ID de la tâche, c'est ID seulement. L'ID de la tâche, c'est ID. Donc, je dis where ID est égal à l'ID de la tâche. Et là, je vais mettre statut, passer en paramètre, et puis IDT. Donc, voici une méthode qui permet de pouvoir modifier une tâche. Jusque-là, c'est bon. Ok, super. Maintenant, comme c'est bon, comme c'est bon là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudrait qu'on, dans le contrôleur, on puisse faire quelque chose qui permet de pouvoir modifier, modifier la tâche, du moins de changer le statut. Dans ce cas, je vais faire un else if, on va prendre iset post, on va faire iset post, et là, je vais mettre change statut. Change statut. C'est-à-dire que le formulaire là, ce formulaire là, on va mettre un ID là-bas qui s'appelle change statut. Lorsque on change le statut, on soumet ce formulaire là, on sera redirigé dans ce contrôleur. Et ça ne serait pas attache, mais ça serait change statut. Et lorsqu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le statut. Et maintenant, on peut dire quoi? Le statut, c'est ça, le change statut là. On est bien d'accord? Oh non, non. CTRL Z. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, je suppose que ça, voilà, je récupère le statut, le nouveau statut. Et lorsque je récupère le nouveau statut, je dois aussi récupérer l'ID de la tâche.
il me faut l'ID de la tâche et je vais ajouter ces informations depuis le formulaire là-bas. Je dois faire ID de la tâche, c'est ID T. Et une fois que je récupère les deux informations qui vont provenir du formulaire, je vais faire appel à statut change. Voilà. Et ici, je vais faire ça. Change statut. Voilà. Et ensuite, je vais envoyer en premier lieu l'ID tâche, deuxième lieu statut. Alors, il faudrait que ce soit les mêmes choses. J'espère que ici je ne me suis pas trompé. Status. Ici, statut. Ok. Maintenant, une fois qu'on change le statut, il faudrait qu'on fasse une redirection. Il faudrait qu'on fasse une redirection sur cette page-là. C'est bon? Il faudrait qu'on fasse la redirection sur cette page. Alors, la page là, c'est où? On va faire either location, view, au lieu de projet, ça va être tâche. On va afficher la liste qui se trouve dans la tâche. Maintenant, je dis ça, change statut là, vous voyez que c'est ce que je récupère ici comme le input du statut qui a été changé. En d'autres termes, depuis ce qu'on appelle, c'est ici, n'est-ce pas? Depuis ici, suivez bien, ça veut dire que depuis ici, le name que je vais mettre là, c'est ça le change statut. C'est bon? Dans ce formulaire-là, j'ai ce name-là. Et lorsque on soumet le formulaire, si on vient ici dans le contrôleur tâche, si on voit change statut, on est bien d'accord? Si on voit change statut, ça veut dire que c'est un formulaire qui permet tout simplement de changer le statut. Donc, on récupère ce qui a été saisi et puis on fait la modification. Maintenant, on va faire une dernière chose. Pour éviter maintenant, suivez bien, pour éviter que on puisse soumettre le formulaire ici en ajoutant un bouton, on peut se passer du bouton et ajouter un peu de JavaScript. C'est-à-dire, moi, je n'aimerais pas que je choisis, ou du moins que l'utilisateur non seulement voit la liste et voit un bouton pour soumettre, parce que dans un formulaire, d'habitude, vous mettez un bouton. Lorsqu'on choisit la chose, on clique sur le bouton pour que le formulaire soit soumis. On est bien d'accord? Maintenant, ici, si j'ajoute le bouton, la présentation, la mise en forme ne serait pas forcément nice. Donc, on va juste se mettre comme ça, en sorte que si, dès qu'il sélectionne juste quelque chose, automatiquement, on soumet le formulaire, mais avec JavaScript. Dès que ce qu'on appelle un select change, le select change, on fait la soumission. Alors, le code JavaScript, ça va être quelque chose de simple. On est là, liste. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux ajouter le script directement ici. Mais après, on pourra créer une page JavaScript. Je pense que on est là. Layout. Ce que je vais faire, c'est quoi? Layout bas. Je vais d'abord vérifier layout bas de page. Qu'est-ce que j'avais mis là-bas? Layout bas de page. C'est ce body là. Ok, donc je vais juste mettre ici. On est là, la liste là. Je vais juste mettre une balise script. Après, on pourra créer, comme je l'ai dit là, une page CSS, JavaScript et ajouter ce que je vais mettre là. Alors, lorsqu'on est là, on va récupérer ce qu'on appelle le formulaire là. Il faudrait qu'on précise d'abord l'action. L'action, pour les formulaires, je vais récupérer juste quelque chose là. Voilà. C'est-à-dire les traitements du formulaire seront dans tâche contrôleur. Donc je récupère ça, je viens ici. On est là, notre formulaire. Lorsqu'on change le statut, il doit envoyer les informations dans tâche contrôleur. On a défini on a défini une condition là-bas. Et ici, on va utiliser en mode post. Je vais ajouter un ID tout simplement sur le formulaire. Celui-là, ça va me permettre après en JavaScript de récupérer le formulaire et de le soumettre. Donc je vais mettre form status. Voilà. Alors,
l'action contrôleur pour dire que lorsque je soumets le formulaire, les informations seront traitées ici, dans tâche contrôleur. Et on a bien fait ici. Et méthode post parce que on va récupérer le change statut là à travers le tableau post. Mais non, l'ID là, ça va me permettre après de récupérer ce formulaire et d'ajouter un submit sur le formulaire. On est bien d'accord? Maintenant également, je dois être en mesure de récupérer l'information qui se trouve ici. Alors ici, je peux ajouter un ID. Je peux ajouter un ID. Je vais mettre le même nom. Voilà, Malekoum Salam. Je vais mettre le même nom. Et donc, je dis, ici, du côté JavaScript, je vais ajouter un événement. Donc, je fais un document d'abord. Document.getElement. GetElement. Le JavaScript là, il ne vient pas. Pourquoi il ne me propose pas là? Ok, c'est pas grave. GetElement by. Je pense que c'est écrit comme ça normalement, non? L'écriture c'est ça, non? Ou bien j'ai mal écrit. On va vérifier. GetElement by ID. Alors l'ID. Non, c'est ça là. Je vais détecter le changement de ce select en fonction du détecteur du changement de ce select les options. Si on change l'option. Non, le formulaire sera soumis. On est bien d'accord? Mais avant de dire le formulaire sera soumis, il faudrait détecter le changement ici. On est bien d'accord? On va récupérer cet élément-là. On est bien d'accord? Ça là, il est dans le formulaire. On est bien d'accord? Quand est-ce qu'on soumet le formulaire? Avant de parler de soumission de formulaire, on dit quoi? Si on détecte un changement. Est-ce que tu vois, dans l'événement, c'est sur le changement de cette option. Si ça a été changé, alors le formulaire, on soumet. Tu vois le truc? Alors, donc, je vais ajouter de l'action sur le changement de cette information-là. Et donc, je dis document.getElement by ID de ça, .add event listener, oui. Hein? J'ai pas entendu. Oui, getElement by ID. Ah, le D c'est en minuscule. Maintenant, add event listener. Je pense que c'est écrit comme ça. Ici, ça va être on change, l'événement. Lorsqu'on change, on est bien d'accord? Et là, on va définir une fonction. Ou bien, on met juste comme ça, virgule, et puis on crée une fonction qu'on va appeler form en soumission form. Voilà, maintenant, soumission form, ça va être function comme ça. Et là, c'est à l'intérieur de ça là qu'on doit faire tout simplement soumettre le formulaire. Donc, on va faire un document .getElement by ID, mais du formulaire. GetElement by ID du formulaire, form statut. Voilà, et puis on fait submit. On soumet le formulaire lorsque on change. C'est bon? Donc on récupère le formulaire, on le soumet. Mais quand est-ce qu'on soumet? Lorsqu'il y a un changement sur ce qu'on appelle, voilà. Comme ça m'évite d'ajouter un bouton ici de soumission. Parfait. Alors on va tester. Je vais faire aussi clic droit inspecter. En cas d'erreur, on pourra voir ça sur la console. Et ici, je vais faire un select étoile from tâche. Alors, tâche, c'est pas en majuscule. En pluriel, du moins. On va voir l'état des tâches et le nombre de tâches. On a 2 tâches qui sont tous à faire. Ok, voilà. Maintenant, on va voir ici, sur la console.
s'il nous affiche une erreur. Donc, là, je vais faire en cours. Si je fais en cours, vous voyez que là, il y a quelque chose qui se passe. Cependant, il y a une petite... Alors non, on a choisi toujours à faire. Ou bien, attends, je fais terminer. Comment? Ça revient toujours à faire. Alors, on va essayer de détecter le pourquoi. C'est simple. Je vais d'abord venir ici dans Tâche Contrôleur. Ce que je vais faire, c'est quoi? Si je vérifie ça, ici, cette poste-là, je vais faire juste un écho. Écho. Je vais faire un écho de $post change. Oui. Après? Après? Oui, mais attention. On avait mis genre à faire par défaut lors de la création. Mais lors de la modification du statut, ce n'est pas à faire. C'est juste le statut qu'on a demandé de modifier qui sera ajouté là-bas. Maintenant, attends, je vais juste mettre var1. En fait, le fait qu'il revienne sur la page, c'est ça, le id allocation là. On est bien d'accord? J'ai fait ici. Lorsqu'on arrive là, on est bien d'accord. Après, il retourne sur la liste. Mais normalement, on devait voir la modification. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que là, au lieu de faire var2, ce que je voulais faire, c'est juste un écho. Et puis, je fais un die. Alors, le die là, ça va nous permettre tout simplement de arrêter l'exécution de la page. C'est-à-dire que s'il arrive ici, il affiche le statut, die là, il va arrêter l'exécution tout simplement de la page, en sorte que tout ce qui se trouve en bas là ne sera pas exécuté. On est bien d'accord? Et on va voir, est-ce qu'on arrive à soumettre l'information là? Alors, là, je vais cliquer sur voir tâche. Maintenant, je vais faire le changement, je vais faire en cours. Donc, il envoie bien en cours. OK. Le problème, c'est l'ID de la tâche. On n'envoie pas l'ID de la tâche. En fait, le problème, c'est quoi? Ici, j'ai dit que lorsqu'on vient ici, on va récupérer non seulement le statut, on doit récupérer la tâche qu'on veut modifier. On est bien d'accord? Parce que cette fonction change va prendre l'ID de la tâche qu'on veut modifier et puis le statut. Et ce qui se passe, c'est quoi? Il va, ou du moins la fonction va rechercher la tâche qui a ce ID là et mettre à jour le statut. Le problème chez nous, c'est que ici, dans la liste des tâches là, on n'a pas quelque chose qui nous permet de récupérer l'ID de notre... Vous voyez que dans le formulaire là, il n'y a pas l'ID de la tâche. Donc lorsqu'on soumet le formulaire, il n'y a pas l'ID de la tâche. Raison pour laquelle il ne fait pas ce qu'il faut. Alors donc, dans ce cas, on va juste mettre un input en type hidden. On est bien d'accord? En type hidden. Et ici, value est égal. On va mettre la valeur tout à l'heure. Et puis, on va mettre le name. Name, tout à l'heure, voici comment est-ce que je récupérais l'ID de la tâche ici. Alors, je dis l'ID de la tâche doit s'appeler IDT. Voilà, donc je viens ici. Ici, je vais mettre ce name là. Maintenant, value, ça doit être quoi? Lorsqu'on parcourt ici le tableau, voici ce qui doit être ce qu'on appelle notre name, notre valeur de ID. C'est bon? La valeur de l'ID, ça doit être ça. Maintenant, à un moment donné, est-ce que j'ai récupéré l'ID de la tâche? Je pense que c'est ça, IDT. ID de la tâche, je récupère. Donc, dans value, ici, je vais faire tout simplement PHP. Voilà. Et je vais faire écho de cette valeur-là. Voilà. Maintenant, je vais d'abord le mettre en type texte. On va d'abord le voir en clair et puis je vais le cacher. C'est bon? Mais également, après, je vais enlever le die de là. Vous voyez que là, cette tâche-là, c'est ça son ID. Ok, donc c'est bon. Et là, on va le mettre en hidden.
Maintenant, je vais tout simplement venir ici dans tâche, enlever ces deux-là. Echo pour vérification d'AID pour arrêter l'exécution. Et là, on va tester. Si je fais ici changement en cours, alors vous voyez qu'automatiquement les tâches changent. On est bien d'accord? Si je vois ici, je dis terminé. Donc à chaque fois que je fais tout simplement un changement ici, vous voyez que automatiquement c'est fait. C'est beaucoup plus simple comme ça. Jusque là c'est bon. Ok. Bon, donc de ce côté-là, normalement c'est la seule action que nous on avait besoin. Oui. Sur le JavaScript. Non, ici l'action, ce sont des choses qu'il peut faire par défaut. Ça c'est un select, non? Ça c'est des actions que lui il peut effectuer. On est bien d'accord? Ça c'est les actions, mais ici c'est le statut de la tâche en cours. Est-ce que tu vois? Les actions, ça veut dire qu'il peut remettre l'action à faire. Supposons que je crée par exemple des tâches. Je suis professeur, je crée des tâches et je vous donne chacun des tâches. On est bien d'accord? Comme moi j'ai accès à l'application, je ne peux pas genre voir est-ce que vous avez réalisé forcément les tâches, pas encore, mais par contre, comme je vois l'interface là, je vois toutes les tâches et je peux savoir ceux qui ont réalisé en fonction de ce qui s'affiche ici sur le statut. Maintenant, toi, tu n'as pas encore réalisé par exemple la tâche. Maintenant, pour me faire comprendre, pour que je ne puisse pas me stresser, pour que tu puisses me rassurer, tu pars là-bas sur l'application, tu supposes ou bien tu dis que non, tu as terminé la tâche. En réalité, tu n'as pas encore terminé la tâche. Moi, je viens, je constate que tu n'as pas terminé la tâche. Est-ce que tu vois, j'ai la possibilité en tant qu'administrateur de ramener la tâche là à l'état à faire pour dire que tu n'as pas encore terminé la tâche. Tu vois le truc? Ou bien même, toi-même, tu peux ramener ça en l'état à faire. Mais je pense que c'est beaucoup plus après peut-être l'administrateur de ramener ça. Ou bien, on suppose que la personne s'est trompée sur une tâche et la personne voulait faire peut-être quelque chose, peut-être mettre en cours et la personne a dit terminé. Et tu vois, si tu dis terminé, la tâche sera affichée à terminer, mais toi tu voulais mettre en cours. Donc il faudrait que tu puisses revenir encore, mais changer tout simplement le statut. Donc ici, l'action, c'est tout simplement pour modifier le statut, remettre en cours ou bien terminer tout simplement la tâche. C'est bon jusque-là? Mais maintenant, on va aller gérer le dernier. Le dernier, ça va être ça là. On est bien d'accord? Ça. Par contre, il y a une autre chose, une dernière chose qu'on n'a pas fait hein, normalement. Le Ici, de dire. Ça, c'est le profil, non? Tu parles de quel profil? La liste de quoi? J'ai pas bien compris ce que tu veux dire. La liste des utilisateurs. On doit afficher aussi la liste des utilisateurs. Bon. Après, on pourra faire ça. On peut afficher la liste des utilisateurs, mais ici, je pense qu'on n'aura pas forcément besoin. Mais ce qui est sûr, vous savez comment afficher la liste des informations. Donc, afficher la liste des utilisateurs ne va pas poser problème. Alors, voir projet ici. En fait, ce qui manque ici sur cette page-là, c'est que si on avait plusieurs tâches, on pouvait afficher le pourcentage d'avancement ou bien la progression. Et ça, c'est ce que je vous avais demandé. Afficher la progression des tâches. Et ça, on peut le faire. On peut le faire rapidement ici avant de partir sur ce qu'on appelle la modification et puis la suppression d'une tâche. On est bien d'accord. Mais sur cette page-là, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de suppression de la tâche. Lorsqu'on t'assigne une tâche, toi, tu peux terminer la tâche, mettre en cours ou bien remettre à faire. C'est bon jusque-là? Mais non, oui. Oui, la modification des informations, on va le mettre ici. On va mettre ce lien-là. Si on clique, on va amener une page de modification. On est bien d'accord? On va amener ça. Alors, donc, revenons ici. Je dis, on va ajouter
On va ajouter cette information sur la liste de tâches là. On va ajouter progression. Et là, on va d'abord choisir où est-ce qu'il faut qu'on ajoute. On va ajouter progression. Voici. On peut l'ajouter juste en bas de ce message-là. Bienvenue sur la liste de tâches. Je le cible. Bienvenue sur la liste de tâches. C'est pour bienvenue. C'est là. Maintenant, ça là, comment est-ce qu'on a obtenu? Moi, j'aimerais que ça s'affiche comme ça. Ça, c'est sur la page layout, non? Menu. En tête. Je pense que ça doit être sur en tête. Non, c'est pas sur en tête. Ça doit être sur dashboard. Moi, je vais récupérer ce bouton-là qui s'affiche un peu bien là. Ah, c'est le menu, je pense. Ça doit être le menu. Voilà. Le bouton, ça doit se trouver vers la droite. C'est ça, non? Je vais juste voir, est-ce que il va m'afficher? Alors, donc je mets ici par exemple, et au lieu de username, je vais juste mettre par exemple progression. On va actualiser pour voir. Voilà, progression. Vous voyez, en fait, moi je voulais avoir juste cette mise en forme là. Maintenant, je vais juste mettre 2 points. Et normalement, je dois mettre la valeur de la progression. Par contre, je vais le faire autrement. Parce que si je le mets en vert, ce n'est pas intéressant. Ça doit être en vert si on est dans le vert. Par exemple, si on termine le maximum des tâches, si ce n'est pas terminé, on met en rouge, ainsi de suite. Donc, je vais juste mettre un H1 et je vais mettre progression. Comme ça, on n'aura pas une mise en forme toujours en vert. Voilà. Donc là, on va mettre progression. Maintenant, ici, il faudrait qu'on affiche la valeur de la progression. Alors, regardez bien. Lorsqu'on arrive ici, normalement, on récupère. Est-ce que... Oui, on peut le faire en pourcentage. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est ça, non? Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste déplacer le code là, le mettre en haut, la récupération des tâches. Je le mets juste en haut. Comme ça me permet de pouvoir faire une boucle ici. On est bien d'accord? Ça me permet de pouvoir faire une boucle là pour trouver tout simplement les tâches qui sont terminées ou bien qui ne sont pas terminées, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on va faire ça. For each. On a déjà la boucle. Pourquoi est-ce qu'on doit... Donc, je vais juste prendre ça. Voilà. Donc, lorsque on récupère les tâches, on vérifie les tâches qui ont l'ID de ce utilisateur. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un compteur $CPT qui commence à 0. Et là, ici, on va faire $CPT++. Ça va nous permettre de savoir le total des tâches qui lui sont associées. Et une fois qu'on a le total des tâches, on a besoin de savoir après le pourcentage d'avancement. Maintenant, pour calculer le pourcentage d'avancement, il nous faut savoir les tâches qui sont terminées, les tâches qui sont en cours, les tâches qui sont à faire. On est bien d'accord. Mais par contre, nous, on va se baser beaucoup plus sur les tâches qui sont terminées. On va se baser uniquement. Donc, dans ce cas,
je vais faire ici $CPT terminé. Comme ça nous permet après de trouver en termes de pourcentage. $CPT terminé, et je le mets à 0. On est bien d'accord? Donc ici, pour chaque fois qu'on récupère et qu'on trouve les tâches qui lui sont associées, je fais une vérification de si est-ce que la tâche est terminée. Je fais if $tâche est égal, et puis je mets terminé. Et là, je ferai $CPT terminé plus. Mais non, ici c'est le statut. Alors pour récupérer le statut de la tâche, l'information c'est quoi? Statut, c'est ça. Voilà. Dans la table, donc, si on trouve que la tâche, l'ID user, c'est l'ID de l'utilisateur qui est connecté, c'est sa tâche, ou du moins, oui, la tâche qui lui appartient. On va compter toutes les tâches, mais le compteur des tâches terminées se base sur le statut. Et on va voir ici, terminé s'écrit comment? Voilà, donc je vais copier ça. Voici ce que nous on sauvegarde dans la base de données. Donc on va comparer à ça, terminé. Voilà, maintenant en dehors de cette boucle-là, si on sort de cette boucle, ce qu'on peut faire c'est quoi? Pour trouver le pourcentage. Donc on va faire pourcentage, ou bien on va mettre progress comme ça, est égal. On calcule la progression comment? On a le nombre de tâches terminées. On a le nombre total des tâches pour l'utilisateur. Comment calculer la progression? On prend $CPT terminé multiplié par 100 le tout $CPT. Voilà. Maintenant, cette progression, on peut l'afficher ici comme ça. Attention, CTRL Z, $PHP, echo. Voilà, on affiche la progression ici. Alors, voyons voir. Normalement, ça, il doit nous afficher 100%. Alors, il faudrait qu'on affiche le pourcentage. Il faudrait qu'on affiche ça, point, et on met %. Voilà. C'est bon? On essaie de voir. Mais non, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est de conditionner l'affichage là. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Avant de faire le écho, je fais une vérification afin de déterminer si ça doit être affiché avec quelle couleur. Si on est plus de 50, on affiche par exemple vert. Non. Si on est de 1 jusqu'à 49, on affiche rouge. Si on est de 50 jusqu'à peut-être 75 ou bien 79, on affiche jaune. Maintenant, si on est à partir de 80 jusqu'à 100, on affiche vert. Bon, c'est à nous de définir ça. On est bien d'accord. C'est à nous de définir. Soit vous mettez juste rouge, vert, ou bien vous mettez les trois couleurs. Donc moi, je vais faire une vérification de $progression. Si c'est inférieur à 50, hein? Les boutons. Non. Parce que les boutons de progression, est-ce qu'on peut les déplacer? Oui, donc genre, pour faire en sorte que ça. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve le bouton de progression ici? On doit écrire du code HTML, CSS. Et ça va prendre du temps. Donc pour le moment, on ne va pas faire ça tout de suite. On va juste mettre comme ça. Mais on va le mettre dans une balise B ou bien dans une balise B.
Comme ça, on pourra utiliser ce qu'on appelle du CSS. Voilà. Et là, je vais mettre style, background underscore color, red, point virgule, color. Hein? Bon, on peut changer juste la couleur, tu as raison. Mais après, on peut changer aussi l'arrière-plan. Mais on va juste faire ça. Red. Maintenant, else if $progress est inférieur à 80, alors on affiche en jaune. On affiche en yellow. Else, on affiche en vert. Voilà. Normalement, ici, il va nous afficher ça en vert. C'est bon? Parfait. Donc, il a bien trouvé qu'on est dans le vert. On va essayer d'ajouter une autre tâche à ce professeur-là. Donc, je vais venir ici créer une tâche. Je vais créer une autre tâche. Mais cette fois-ci, ici, par exemple. Hein? Oui, on peut ajouter juste une tâche. Je vais faire juste tâche 2. Exemple de tâche. Et là, le prof lui-même sera toujours, voilà, celui qui va gérer la tâche. Si je viens sur voir tâche de ce professeur-là, vous voyez que là, on a maintenant 2 tâches. On est bien d'accord? On a 2 tâches. Chaque tâche qu'on ajoute est d'abord par défaut à faire. On est bien d'accord? Et on voit que ici on a 2 tâches. Il y a une tâche qui est terminée, il y a une tâche qui est à faire. L'état c'est 50%, 50% on est à jour. On va essayer de lui ajouter une troisième tâche. Par défaut, ça va être toujours à. On va mettre ici tâche 3. Exemple de tâche 3. On va lui associer, ajouter. Il aura 3 tâches. Et parmi les 3 tâches, il n'y a qu'une seule tâche qui est terminée. Ce qui fait que là, on sera dans le rouge. On est bien d'accord? On est dans le rouge parce que là, il n'avance pas trop. Il n'est tout simplement qu'à 33% de progression. Bon, après, vous pouvez faire en sorte que vous récupérez 2 chiffres après la virgule. Lorsqu'on trouve tout simplement ça. Mais dans la progression, on peut le faire comme ça. C'est bon? C'est très important de le faire, quoi. Dans ce qu'on appelle la gestion des tâches, ça, c'est des choses qui sont très simples. Mais est-ce que là, jusque-là, c'est bon? Ok, maintenant, si c'est bon, on fait tout simplement le coup de tâche là, vite fait. On prend une petite pause et je fais une introduction au nouveau chapitre. C'est bon? Alors, ici, view tâche là, on doit afficher le CRUD de la tâche. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire dans tâche, je vais créer un autre fichier. New file. Je vais appeler liste all.php. Et maintenant là-bas, je vais juste prendre cette liste-là. Je vais prendre cette liste. Je vais faire CTRL A. Et voilà, je vais venir ici. CTRL P. C'est bon, mais sauf qu'on n'aura plus à faire ça là. Liste de tâches.
on n'aura plus à faire ça. On n'aura plus à faire celui-ci. Non, ça c'est le statut. Statut sur les tâches, on doit voir les statuts. Par contre, c'est ça là qu'on n'aura plus à faire. Voilà. Et on n'aura pas le if de l'utilisateur. Mais si. On n'aura pas ce if là. Et là, on peut garder la progression. Alors, on va faire juste une petite redirection sur liste all. Donc ici, là, lorsqu'on est sur liste, non, c'est pas sur liste. Lorsqu'on est sur liste de projet, ça doit être quelque part ici. Le view, il est là, voilà. Le view, il est là. Donc, lorsque je suis là, pour faire la redirection, je vais juste copier ça. Je fais juste ça. Oh, c'est seulement ça que je dois copier. Voilà. Je dois rediriger sur le fichier liste all.php. Voilà, donc en fait, j'étais en train de dire ça. Lorsqu'on clique sur View, et View, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, c'est ce A là. Donc je dis si on clique sur View, on va être redirigé sur le fichier liste all. Liste là, c'est pour voir la liste des tâches d'un utilisateur. Mais ça là, c'est pour voir l'ensemble des tâches sur lesquelles après on peut modifier les tâches, supprimer les tâches. Ben, on va juste essayer. Oui, l'ensemble des tâches pour le moment. Le problème, c'est que pour le moment, ce n'est pas les tâches associées au projet. On est bien d'accord? On voit pour le moment toutes les tâches. On est bien d'accord? Mais on voit bien toutes les tâches. Ici, après, on va changer les choses là. On peut garder toujours la progression. Comme ça, la progression, ça va être la progression pour le projet. Mohamed. On va voir ici la progression pour le projet. Le projet, est-ce que ça avance, est-ce que c'est terminé, ainsi de suite. On peut voir ça ici. Alors, on peut garder la progression. Maintenant, ici, là, c'est toutes les tâches. C'est bon? Maintenant, on va ajouter l'action, mais l'action doit être vers la fin. L'action, modification, suppression. Donc, je vais juste changer ce que vous voyez ici, là. Je vais mettre... Non, c'est pas là, c'est ici. Ce qui vient ici, c'est d'abord le statut. Et ce qui vient là, c'est action. Maintenant, l'action doit se passer ici. On va créer un autre TD. Ici, je vais mettre action. Bon, on va aller copier le bouton d'action là-bas, venir ici faire. Voilà. Ok, on va copier les deux boutons là, comme le bouton de projet. Pour l'action, on va ramener ça ici. Ça, c'est ce qu'on prévoit. Ben, on va le prendre même. Pas qu'on prévoit, mais on va le prendre. C'est ici. Les deux boutons là sont là. Je vais faire comme ça. Juste le TD, je copie. Je viens là. Je remplace par ce TD. Cependant, ici, au lieu de IDP, ça va être l'ID de la tâche. L'ID de la tâche. ID de la tâche. Ici, c'est l'ID de la tâche. Voilà. En sorte que si je viens là et j'actualise, vous allez voir ici, sur les actions, on va avoir ça. Bon, après, les choses ne sont pas encore responsives. Donc, on va avoir ça ici, comme ça, toutes les tâches. La possibilité d'éditer une tâche, la possibilité de supprimer une tâche. Maintenant, il faudrait faire en sorte que les tâches qui sont là soient des tâches
d'un projet spécifique. Alors, pour faire ceci, alors, avant de venir sur cette liste-là, on va envoyer ce qu'on appelle l'ID du projet. C'est bon? Il faut envoyer l'ID du projet. Comme ça, on ne récupère que les projets de cet ID-là. Alors, je vais faire ça. Copier ça, dupliquer. Et là, je change la page, ça va être liste. Directement, tu es sûr que ça va? Au lieu de add, c'est view. Et ici, bouton tag. Voilà. Ok, le bouton s'affiche toujours bien. Si je viens là, ok, on voit que l'ID P est passé en paramètre view tâche. Alors, pourquoi il n'arrive pas à trouver ID? Ok, ici je n'ai pas mis PHP, j'ai juste mis PH. Ok. Donc, ce qu'on peut voir, regardez bien, ça, si je clique sur celui-là, qui a l'ID de le projet là, si je fais view, vous voyez que là, il envoie l'ID de notre projet 2 à la page. J'actualise celui-là qui a l'ID 4 là. Si je fais view, vous voyez que là, il envoie l'ID du projet. C'est bon? Ok. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat? J'ai dit quoi? Lorsque je vais rediriger sur la page liste all là, j'envoie aussi l'ID du projet. En sorte que quand je suis ici, avant d'afficher ce qu'on appelle une tâche, j'affiche la tâche en fonction de l'ID du projet. Alors, voici la description de tâche. Lorsqu'on a une tâche, on a ID projet. On est bien d'accord? Donc, ici, je vais mettre une condition. If. Et là, on va faire tâche point. C'est ID projet, non? ID projet est égal, on va mettre underscore get. Là, c'est pour récupérer l'ID qui est passé en paramètre là, le IDP. C'est bon? IDP qui doit être passé en paramètre, la variable là. Les variables là sont récupérées avec le $get, parce que c'est le passage par URL. Donc, je fais ici $get. Et voilà, j'ouvre la collade, je ferme ici. Voilà. Et donc, il nous fallait tout simplement faire ça. Si j'actualise et que je clique sur View, vous voyez que là, ce n'est que les tâches de ce projet 2. Si je reviens ici, si je clique sur Voir projet et que je fais ça à View, ce sont que des tâches qui appartiennent à ce projet-là. C'est ça l'objectif. J'ai juste mis une condition. Vous avez vu que je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste mis une condition. Mais avant de mettre une condition, je dis, quand je vais rediriger ici, je dois envoyer l'ID du projet. Et je vais récupérer l'ID du projet, passer en URL. Je vais comparer à l'ID du projet qui se trouve dans la tâche. Si oui, j'affiche la tâche. Maintenant, si par exemple, je venais à saisir un projet qui n'existe pas, 5 là, on verra que ce projet-là, ça n'existe pas. Mais non, le grand souci, c'est que nous, ça là, il faut savoir que le calcul là n'est pas juste parce que on avait pris le calcul de ce qu'on appelle ici, le calcul de cette tâche-là. Et ce calcul-là, il prenait tout, on est bien d'accord, il prenait tout ce qui concerne l'utilisateur qui est connecté. Or, lorsqu'on est sur la page liste all là, ici, les tâches qu'on doit récupérer, ce n'est pas des tâches concernant l'utilisateur connecté, mais c'est des tâches concernant l'ID du projet. On est bien d'accord? Ce sont des tâches concernant l'ID du projet. Donc ici, ça va être ID
projet, ID projet est égal, en fait, $get de ID P. Voilà. Et là, vous allez voir maintenant que là, si je viens ici, on est à 0%. Parce que ici, rien n'a été fait. Si je viens ici, on aura 50%. Parce qu'on a deux tâches. Il y a une tâche qui est terminée et il y a une tâche qui n'est pas terminée. C'est un peu plus complet. Tu n'as pas compris? Ok. En fait, lorsqu'on est redirigé sur voir tâche là, c'est les tâches associées à la personne qui est connectée. On est bien d'accord? Et regarde bien ce que je dis. Pour afficher la progression, c'est sur cette page-là. Pour afficher la progression, je récupère ça. Je récupère toutes les tâches de la base de données. C'est bon? Et ici, je ne compte que les tâches associées à l'utilisateur. On affiche, parce qu'on est sur la liste des tâches associées à un utilisateur spécifique. Donc, il nous faut récupérer que les tâches qui sont associées à l'utilisateur là. On fait les traitements que sur les tâches qui lui sont associées. C'est bon jusque-là? Tandis que, ici, liste all tâches là, c'est quoi? Et regarde bien, c'est des tâches appartenant à un projet, pas à un utilisateur. Ici, lorsqu'on est là et qu'on fait view, ici on a des tâches, mais ce n'est pas des tâches associées à un utilisateur, mais c'est des tâches d'un projet qu'on affiche. On est bien d'accord? Les tâches du projet là qu'on vient de sélectionner. C'est ça les tâches. Est-ce que tu vois? Dans ce cas, ça veut dire que la progression, c'est la progression des tâches, pas de l'utilisateur, mais du projet qu'on a sélectionné. Tu vois? Alors ça veut dire quoi? Donc là, au lieu qu'on puisse récupérer des tâches d'un utilisateur, on récupère des tâches d'un projet. Tu vois la condition là, je dis, si l'ID du projet correspond à l'ID de la tâche, bon, l'ID du projet qui se trouve dans la tâche là, c'est ça ces tâches là que nous on calcule, on les compte. Tu vois, c'est juste à ce niveau là que j'ai changé. Et tu vois, donc je récupère l'ID du projet qui se trouve dans la tâche, ça correspond à l'ID du projet qu'on a sélectionné. On le compte, on compte les tâches terminées, associant, du moins ce qui correspond à ce projet là, et puis on affiche la progression que de ces tâches du projet. On aurait pu mieux faire même, c'est-à-dire afficher même le projet sélectionné. Ça serait beaucoup plus meilleur. C'est-à-dire qu'on aurait pu afficher ici le titre, la description, ou bien le titre du projet, juste en haut, et puis on voit les tâches là. Et pour faire cela, c'est simple. On aurait pu faire tout simplement une fonction qui permet de récupérer un projet. Je pense, est-ce qu'on n'a pas créé ça? Get projet by ID, on a ça. On est bien d'accord? On aurait pu faire ça. Get projet by ID, récupérer un projet. Alors regardez bien, lorsqu'on est là, je vais mettre ici, je vais mettre là, $projet est égal, j'appelle la fonction get projet by ID, et là, je récupère le projet sélectionné. Jusque-là, c'est bon. Je récupère le projet sélectionné. Et ce projet sélectionné, là, je vais afficher le titre juste quelque part là. Je peux l'afficher ici en H1. Au lieu de dire bienvenue sur la liste de vos tâches, je vais dire bienvenue sur la liste des tâches du projet 2 points. Et là, en bas, juste, on met par exemple un H1 ou bien H quelque chose. Et ici, on affiche le projet. On est bien d'accord? Je mets ici $PHP. Et là, je fais écho $projet 2. On peut mettre tout simplement le titre. Ce qui fait que, si je reviens ici, si je viens là-bas, c'est pour voir les tâches
pour voir les tâches d'un utilisateur. Donc, bienvenue sur la liste de vos tâches. Ici, si je clique sur View, là, on voit les listes des tâches de ce projet préparatif-là. On est bien d'accord? Regardez bien. Vos projets, on a bien le titre qui est préparatif là. Maintenant, si je clique sur ce projet, c'est juste le titre que j'affiche, hein, configuration DNS Edit. Si je clique sur View, vous voyez que là, c'est configuration DNS Edit. Donc, bienvenue sur la liste des tâches du projet tel. Progression tel. Les tâches sont, voilà, et puis les actions, ainsi de suite. On est bien d'accord, c'est quand même un projet un peu plus complet, mais surtout, je suis en train de vous amener sur ce qui vous attend en troisième année. C'est ça qui vous attend, dans le sens où vous devez mettre en place un projet complet. Vous devez comprendre tout ce qui doit se passer dans un projet. Je ne parle pas de gestion de projet, ce qu'on est en train de faire, mais je suis en train de parler de tout ce que je vous montre concernant le projet que je vous ai donné là. Les modifications, les suppressions, comment on peut afficher les progressions, comment est-ce qu'on peut récupérer. Si même si vous êtes peut-être chaud, on pourrait ajouter ce qu'on appelle plus tard le bonjour. Tu vas bien? Dieu merci. Je pourrais vous demander pour l'examen d'ajouter après une gestion de mail. Lorsque vous allez ajouter un utilisateur, vous envoyez un mail à l'utilisateur. Un vrai mail à l'utilisateur. Et puis depuis le mail, l'utilisateur pourra, comme lorsque vous créez un compte là, dans le mail, on lui envoie un lien. Lorsqu'il clique, il vérifie son adresse mail pour qu'on puisse l'autoriser. Oui, mais on lui envoie un vrai mail. C'est simple. Ce sont des choses qui ne sont pas compliquées. C'est bon? Mais bon, pour l'instant, on va rester un petit peu sur terre. Alors, revenons ici. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Vous finissez aujourd'hui à quelle heure? 17h. 18h. Vous n'avez pas de pause? Bon, je pense que vous savez comment faire modification, suppression, non? On a déjà fait ça pour le projet, ça se trouve dans la vidéo. Dans la modification de tâches, je vous laisse, vous allez vous débrouiller pour modifier une tâche. Et puis pour supprimer une tâche. C'est bon? Ok, maintenant, on va prendre une petite pause de 5 minutes et puis on revient. Je vous fais une introduction au ce qu'on appelle l'APO, programmation orientée objet. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est des choses que, voilà, dans un projet normal, on le fait comme ça, mais d'une autre manière. On est bien d'accord? On va parler des objets. Mais dans 5 minutes, je prends une petite pause de 5 minutes, je bois un peu. On va juste faire l'introduction. Bon les gars, c'est bon? Alors, suivez bien. Jusque-là, vous comprenez déjà ce qu'on appelle la notion de... Bon, pas que je vous comprenez, mais on avait déjà fait en langage C ce qu'on appelle la notion des structures. On est bien d'accord? Le cours. Le code. Je vais mettre ça en ligne. Mais il faut me rappeler ça. Quand je suis à la maison, j'oublie. Après, il faut me rappeler ça. D'ici demain, Inch'Allah, vous me rappelez, je vous envoie ça. Alors, je voulais dire quoi? Je voulais dire que là, jusque-là, on a essayé, avant de pouvoir faire même les structures, on avait vu que lorsqu'on veut créer ce qu'on appelle, lorsqu'on voulait créer par exemple une structure,
que je vais appeler personne. On est bien d'accord, on ne va pas dire personne. Si on voulait créer ce qu'on appelle une structure étudiant, on est bien d'accord? Dès le début du cours, que ce soit Algo ou bien C, on a dit pour créer un étudiant par exemple qui sera constitué par exemple de son nom, de son prénom et de son quelque chose là, âge. Nous, on allait créer 3 variables qui étaient différentes. On allait créer par exemple un int âge. Après, on allait créer un chat par exemple, nom, ainsi de suite. On est bien d'accord? Mais des informations qui ne sont pas liées entre eux. C'est le début qu'on avait fait. Et après, plus on avançait, on avait vu après ce qu'on appelle les types composés. Faire en sorte que lorsqu'on prend un nom, on sait que le nom là, c'est le nom de telle personne qui a ce prénom, qui a cet âge là. On est bien d'accord? Cependant, lorsqu'on voulait avoir des choses, certaines choses par exemple, on dit un étudiant a une liste de notes. Si par exemple un étudiant a une liste de notes avec les structures, ce que je veux dire, avec ce qu'on appelle les types composés, on allait créer ce qu'on appelle 2 structures. On allait avoir ce qu'on appelle une structure note et une structure étudiant. Et dans étudiant, on aurait mis type def struct. Et là, on va mettre ce qu'on appelle quoi? On va mettre voilà. On va mettre les informations, info, et ensuite on va mettre bonjour. On va mettre un tableau de notes. Note, tab, crochet. Pour dire quoi? La liste des notes de l'étudiant. C'est bon? Maintenant, si on devait trouver la moyenne des notes, il faudrait faire une boucle qui doit parcourir les notes, mais en dehors de la structure, faire le calcul et puis après retourner. On est bien d'accord? C'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité directement sur la structure de faire structure, point, pour trouver la moyenne. Lorsqu'on fait la structure étudiant, si on crée une variable, je vais dire, si on crée la variable étudiant, comme ça, ET, dans ET là, on a le nom, le prénom, l'âge, et puis on a une liste de notes. Mais on n'a pas la moyenne directement. Si on veut avoir la moyenne, on doit d'abord récupérer la liste des notes de l'étudiant, faire le parcours, chercher à calculer les notes, la somme des notes divisée par le total des notes. On est bien d'accord? Mais ça, on le fait en dehors de la structure, ce n'est pas dans la structure. On est bien d'accord? Et avec ce qu'on appelle la nouvelle manière de programmer, qu'on va voir ici, qu'on appelle la programmation orientée objet, non seulement on doit avoir quelque chose qui représente une structure, on va avoir l'ensemble des attributs. Les attributs, c'est ça, ce qu'on appelle les attributs de cette structure, mais on aura les méthodes qu'on peut utiliser sur la structure qui se trouveront dans la structure, qui seront encapsulées dans la structure. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire quoi? Ici, si c'était en langage C, on aurait une fonction qui s'appelle calcul moyenne, qui va recevoir la liste des notes et qui va nous retourner la moyenne des notes. On est bien d'accord, mais sauf que calcul moyenne, là, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la structure étudiant. C'est en dehors. Dans la structure étudiant, on ne peut pas avoir une fonction, on ne peut pas avoir l'ensemble des fonctions qui agissent sur l'étudiant. On est bien d'accord? Dans les choses sont dépendantes. Maintenant, dans le souci de représenter les choses du monde réel, les gens qui sont trop avancés dans ce qu'on appelle les langages ont mis en place ce qu'on appelle la programmation dite orientée objet. Et la programmation orientée objet, c'est tout simplement de pouvoir représenter au mieux, au maximum, les objets de notre monde réel dans ce qu'on fait en informatique. Si on parle d'étudiant, comment est-ce qu'on pourra représenter l'étudiant? Si on parle par exemple de voiture, comment est-ce qu'on pourra représenter une voiture? Si on parle par exemple de professeur, comment est-ce qu'on pourra le représenter? Et ici, les choses qu'il faut comprendre, c'est quoi? Programmation orientée objet, c'est la manipulation des objets. Et pour avoir ce qu'on appelle des objets, première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on va écouter et comprendre ce qu'on appelle la notion de classe. La mise en place de ce qu'on appelle des classes. Au lieu de créer ce qu'on appelle des structures, nous maintenant, on va créer ce qu'on appelle des classes.
Et une classe, c'est ce qu'on appelle une famille d'objets. Une classe va être ce qu'on appelle une famille d'objets. Je prends un exemple. Si on doit créer ce qu'on appelle étudiant, on doit créer ce qu'on appelle professeur, si on doit créer par exemple ce qu'on appelle employé. Toutes ces trois informations que j'ai citées là, ce sont des informations qui appartiennent à une classe qu'on appelle personne. On est bien d'accord? Ou bien ici, bon, je ne vais pas prendre cet exemple. Supposons qu'on prend cas rapide. On prend par exemple Tata. On prend par exemple Dendik. Ça, les trois informations là, ce sont des informations et les trois objets là sont des voitures. On est bien d'accord? Donc il y aura une famille d'objets qui sera créée. Et maintenant, chaque information, chaque objet sera ce qu'on appelle une instance de la famille. Ou du moins, chaque instance de la famille sera appelée un objet. On est bien d'accord? Comme par exemple, lorsqu'on crée le type étudiant, si c'était une structure, lorsqu'on crée étudiant, l'objet sera lorsqu'on déclare une variable. La variable, c'est ça l'objet. Maintenant, la structure étudiant, c'est la famille d'objets. On est bien d'accord? Maintenant, les variables, par exemple, si on dit ET1, ET2, ET3, ce sont les trois étudiants qui existent. Mais étudiant lui-même, la structure, c'est une famille d'objets. On est bien d'accord? On peut avoir plusieurs étudiants. Maintenant, ici, chez nous, comment est-ce que ça va se passer? Et donc, je dis quoi? La première notion qu'on va apprendre, c'est ce qu'on appelle la mise en place de ce qu'on appelle des classes. Et lorsqu'on crée des classes, les classes, c'est ce qu'on appelle les familles d'objets. Dans une classe, on va mettre les attributs qui appartiennent à la classe, c'est-à-dire les caractéristiques de ce qu'on appelle un objet ou bien de la classe. Et on va mettre aussi les fonctions qui interagissent ou bien qui agissent sur ce qu'on appelle la classe. Bon, je vous donne tout simplement la syntaxe. La syntaxe, c'est le mot-clé classe, nom de la classe. Et là, on ouvre les accolades. Et ici, on met les attributs. Les attributs. Et puis, il y a ce qu'on appelle les méthodes. Les méthodes, ça va être, je vais mettre entre parenthèses, les méthodes ici, c'est ce qu'on appelle les fonctions. Les méthodes, c'est les fonctions. On a déjà vu comment est-ce qu'on parle de ce qu'on appelle les fonctions en C. Dans les deux choses qu'on va avoir, c'est d'abord, on va créer une classe avec cette syntaxe-là, le mot classe, le nom de la classe. On va ajouter à l'intérieur les propriétés. Et ensuite, on va ajouter ce qu'on appelle les méthodes. Alors, on va prendre un exemple. Ici, je vais créer un petit dossier. Intro, POO. Après, je vais vous envoyer le cours complet. À notre retour, Inch'Allah, on va travailler dessus. Alors, supposons que je vais créer une classe étudiant. Je vais créer un fichier étudiant.php, comme ça. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais utiliser le mot-clé classe et le nom de la classe étudiant. Et là, j'ouvre les accolades là. Et c'est ce qu'on appelle une classe. Et à l'intérieur, je vais définir ce qu'on appelle des propriétés. On est bien d'accord? Je vais définir ce qu'on appelle des propriétés. C'est comme vous faites déjà le Java. Ok. Vous faites ça en Java. Alors c'est ça, c'est la même chose. Et donc lorsque vous faites ça, alors vous allez créer maintenant ce qu'on appelle des attributs. Ça peut être ici un private, $, non. Vous allez mettre un private, $, oui, non. Voilà, comme ça. Et maintenant, vous allez mettre en place, ça c'est ce qu'on appelle les attributs. Je vais mettre ici. Oui. Est-ce qu'on ne met pas en PHP? On n'est pas obligé, on est en PHP. Je vous avais dit qu'on n'est pas obligé de préciser le type de ce qu'on appelle nos variables. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les attributs, mais aussi on peut mettre en place ce qu'on appelle des fonctions. On est bien d'accord? Par exemple, affiche étudiant. On est bien d'accord? Ça aurait été ce qu'on appelle en C, on n'allait pas faire tout dans la structure. On allait créer la méthode qui permet d'afficher un étudiant
à part qui va prendre en paramètre un étudiant et qui va l'afficher. Mais ici, vous allez voir que avec ce qu'on appelle la notion de classe, tout est encapsulé dans ce qu'on appelle la classe. Et ici, on n'a pas besoin de paramètres, mais on peut faire tout simplement un echo et puis on affiche $this et puis on affiche le nom $this nom et voilà. Et on fait $this de prénom. Là, ça va nous permettre de pouvoir afficher un étudiant. En Java, vous avez commencé la PO depuis. Vous avez fait cours, 2 cours de Java PO. Mais le Java lui-même, vous avez fait combien de séances déjà? Vous avez fait beaucoup de séances. Vous avez commencé en 2e semestre. Ok, donc c'est bon. Ça veut dire que là, ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas des choses qui sont très compliquées pour vous. Alors, c'est très important de comprendre ça parce que c'est ce qui vous attend. Donc, c'est ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Lorsque vous voulez créer ce qu'on appelle des classes, vous allez mettre chez nous ici le mot-clé classe, vous allez mettre le nom de la classe, ouvrir les accolades, définir les attributs. Et une fois que vous avez les attributs, vous allez définir aussi les méthodes qui agissent sur ces attributs-là. Et puis après, comme je l'ai dit, ça là, c'est ce qu'on appelle une famille d'objets. Un objet classe, un objet étudiant, pour créer, il faut faire ce qu'on appelle, ce que vous savez là. Pour créer maintenant une instance qu'on appelle un objet, qu'est-ce qu'on fait? On fait new. On fait new. On fait étudiant est égal. Normalement, en langage C, je dis en langage C là, en PH, en Java, vous allez faire new étudiant comme ça. Étudiant est égal à étudiant espace ET. Oui, le problème c'est que si ce n'est pas du Java, si ce n'est pas du langage C, parce que le langage C et Java, ce sont des langages qui sont fortement typés. Donc lorsqu'on déclare la variable, on précise le type. La syntaxe pour créer une variable, c'est le type non variable. On est bien d'accord? Ici chez nous en PHP, ce n'est pas le type non variable. On met toujours juste non variable. On est bien d'accord? On met juste non variable. C'est bon? Et puis est égal, et on fait new. C'est bon? Donc on va pas mettre étudiant ET. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à la partie droite là. Pour les variables PHP, vous allez créer juste les variables. Vous n'avez pas précisé, du moins vous n'avez pas précisé le type. C'est bon? Et voilà. Là, ça veut dire que je crée ce qu'on appelle une instance. Ça, c'est ce qu'on appelle une instance. Entre parenthèses, ce qu'on appelle un objet. Un objet est appelé ici une instance. Et comment on crée un objet? Vous faites tout simplement ce qu'on appelle le new et vous mettez le nom là. Et ça là, c'est ce qu'on appelle un étudiant. Ça, c'est pas un étudiant. Ça, c'est la famille des étudiants. Et ça, c'est un étudiant proprement dit. Et sur celui-là, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle nom. Toujours en est-il que vous devez connaître ce qu'on appelle les accès là. Mais on va revenir plus tard. Les privés, public, protect. Si je mets privé, ça veut dire que normalement, je ne peux pas avoir accès ici en écrivant $étudiant comme ça. Non. Normalement, ça ne devrait pas se passer. On va tester juste pour voir. Ici, normalement, si je mets gestion de projet, vous n'avez pas encore utilisé. Je n'ai pas compris. En Java, tu as dit? On n'a pas encore utilisé quoi? Pour appeler, non? Pour appeler quoi? Oui, bon. Disons que ici on est en PHP, il n'y a pas le main. Lorsqu'on est dans un fichier PHP, tout est là, quoi. On est bien d'accord? On n'a pas besoin de main ici. Donc, on essaie de juste comprendre que là,
il y a un petit peu de différence. La différence, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin de ce qu'on appelle le main là. On a juste besoin de notre classe et lorsqu'on veut créer une variable de cette classe, vous faites juste le nom d'une variable est égal new, le nom de la classe. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est quoi? Si je tente d'accéder, bon, je vais mettre en place un constructeur. Je vais mettre public function underscore construct. Le constructeur va avoir nom, virgule, prénom. Voilà. Ou bien je ne vais pas faire ça comme ça. D'abord, je ne vais pas le mettre dans un constructeur. Je vais d'abord vous montrer cette erreur-là. L'erreur que ce qui se passe ici, il dit qu'un autre access private property. Parce que là, c'est quelque chose qui est en privé. Quelque chose qui est en privé, on ne peut pas y avoir accès en dehors de la classe. On est bien d'accord? On ne peut que accéder ici à l'intérieur. Maintenant, lorsque on est en public, on va revenir un peu plus tard, on est en public, en mode public. Ici, je peux mettre comme ça, $nom est égal, et je mets job. Et ici, je peux mettre $prénom est égal so. Voilà. Si je fais ça, normalement, si j'exécute, il ne va pas me souligner une erreur parce que j'ai fait en sorte que ça soit en mode public. Bon, je ne vois pas les informations, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est quoi? Je peux afficher l'étudiant en passant par la même variable étudiant. Parce que les fonctions, les méthodes qui interagissent sur les objets se trouvent dans la structure. Donc, je peux faire comme ça et je fais affiche étudiant. Et si je fais comme ça va m'afficher normalement l'étudiant en question. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est job so. On est bien d'accord? Il affiche le job so. Bon, en général, ces syntaxes-là, on va éviter parce que les attributs ne sont pas toujours en ce qu'on appelle public. On va les mettre en privé, créer ce qu'on appelle des getters, des setters. Mais d'abord, je voulais vous faire une petite introduction avant que vous ne preniez vos vacances. Pendant les vacances, faites des recherches. Lorsqu'on va revenir, on va essayer de creuser encore un petit peu en profondeur. C'est très important, la programmation d'objets. Est-ce qu'il y a des questions? De générer? Si, en fait, en PH, on est sur Visual Studio Code. Le plus important après, c'est de chercher juste les extensions. Oui, c'est possible de générer ce qu'on appelle des constructeurs et ainsi de suite. Quand je fais clic droit, ici par exemple, je ne vois pas peut-être forcément. Attends, je fais refactor. Ici, je ne vois pas parce que je n'ai pas ce qu'on appelle une extension. Mais si tu as la connexion, tu peux faire tout simplement ici, extension, tu vas dire getter, setter, PHP. Tu vas installer une extension et ici, tu auras la possibilité de faire clic droit, générer. Mais est-ce que tu as forcément besoin de forcément générer? Tu peux aussi créer juste la fonction rapidement. On connaît les syntaxes. Function, pour créer par exemple ce qu'on appelle un setter, je fais function, mais surtout, je fais en sorte que ce soit public, la fonction. Les getters et setters, ça doit être public, parce qu'on doit y accéder en dehors. Donc public, par exemple, get nom. Comme ça, attention, public function. On est bien, ce sont des fonctions. Get nom, tu fais juste un return 10 non. C'est ça qu'on appelle les getters. On est bien d'accord? Si c'est un setter, tu fais tout simplement public function set name et tu envoies ici non comme ça. Et là, au lieu de faire return, tu fais this non, moi $non. On est bien d'accord? Ou du moins, je mets ici nouveau nom. Et là, je fais this nom est égal à nouveau nom. CTRL Z. Je mets this nom est égal à nouveau nom. C'est bon? Ce qui fait que là, si j'affiche l'étudiant, et je peux faire un petit BR là, après avoir affiché. Je vais faire un petit BR.
Maintenant, si j'affiche l'étudiant, après, si je veux modifier l'étudiant, je fais $étudiant par exemple, et je fais par exemple 7, non, je lui envoie diarrhée tout, comme ça. Et là, si je fais, je peux appeler encore étudiant, et je fais afficher étudiant. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si je fais ça, là, on voit que premièrement, il affiche job so. Et ensuite, je fais le set sur le nom et à ce qu'on appelle le diarrhée tout so. On est bien d'accord? Parce que là, j'ai fait un set name. Et après avoir fait le set name, je peux réappeler la fonction qui permet d'afficher. Bon, c'est juste de toString pour convertir. En fait, le toString là, c'est juste la fonction que j'ai appelée affiche étudiant. Je peux changer toString. Et là, ça veut dire quoi? L'affichage, au lieu de dire affiche étudiant, je dis toString. En fait, toString, c'est ça que j'ai appelé par affiche étudiant. C'est bon? C'est juste les noms des fonctions que vous allez mettre. C'est bon? Et ici, vous voyez, ce sera toujours la même chose. Bon. Oui, c'est la peine de pouvoir les créer. C'est bon? Par exemple, si j'ai besoin d'un constructeur, et du moins j'ai besoin que lorsque je crée le constructeur, j'envoie directement les informations, au lieu d'attendre après de faire 7. Donc ici, je vais générer le constructeur. En fait, les constructeurs, ici, il faut donner juste underscore. Bon, on va revenir. Underscore, et puis donner le nom constructeur pour pouvoir créer ce qu'on appelle les constructeurs. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on voit tout en même temps. C'est bon? Les constructeurs. Déjà, dès que vous créez juste ce qu'on appelle un étudiant comme ça, son constructeur, il met directement un constructeur par défaut que vous ne voyez pas. Le constructeur par défaut, comme son nom l'indique, c'est lui-là qui va construire l'objet. Construire l'objet, ça dit quoi? Il va faire en sorte qu'il va faire un petit peu des allocations mémoire pour pouvoir récupérer après le nom, le prénom, là, c'est ça en fait. On est bien d'accord? C'est lui qui va déclencher ces actions-là. Et aussi placer tout ce qu'il faut dans la structure là, sur la mémoire, afin qu'on puisse l'utiliser. C'est ça le rôle du constructeur. Faire en sorte que l'objet existe, ou du moins occupe un espace pour pouvoir être manipulé. Tu vois? Maintenant, si on dit qu'on n'a pas un constructeur, ici, on ne précise pas un constructeur, il y a un constructeur par défaut. On est bien d'accord? Mais c'est ça le rôle du constructeur. Même si vous ne mettez pas un constructeur, il y a un constructeur par défaut, il va gérer ça. Cependant, si vous ajoutez un constructeur avec argument, si vous n'ajoutez pas le constructeur par défaut en même temps, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez créer un objet, vous devez forcément préciser les arguments du constructeur. Cependant, si vous avez mis le constructeur avec argument en bas, vous avez mis le constructeur sans argument, il n'y a pas de problème. Vous pouvez créer sans argument, tout comme vous pouvez créer avec argument. Mais ça, on appellera ça ce qu'on appelle la surcharge en programmation orientée objet. Une fonction, on redéfinit, mais avec d'une autre manière. Avec par exemple un paramètre, 2 paramètres, 3 paramètres, ainsi de suite. Et donc pour laquelle certaines personnes, quand ils utilisent la fonction intimate, vous allez voir qu'ils peuvent envoyer des arguments qui sont un peu plus différents des fonctions que des arguments que vous avez d'habitude. Parce qu'on parle de ce qu'on appelle la surcharge. Mais on verra ça, Inch'Allah. Vous n'avez pas assez de temps aujourd'hui, vous avez cours. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet. Je vais vous envoyer après le cours